Oui, c'est bon. On a fini l'histoire du rêve le rêve de Jacob. Donc il s'est réveillé, il a fait le vœu Il a dit, je ne savais pas que Dieu le protège et lui, en échange, il ferait tous les efforts qu'il peut. Voilà, c'était la fin la première montée. Maintenant, c'est la deuxième montée. On va voir Jacob arriver chez sa dulcinée Rachel. Vaïssa Jacob Raglav. Jacob a soulevé ses pieds. Vayelech Arza Benekedem, et il est parti. Ouais, il était à pied, bien évidemment. Dans la direction des gens de l'Est. Benekedem. Kedem, on appelle ça Kedem parce que c'est là où le soleil se lève. D'accord. Maintenant, évidemment, drôle de formule. Il a soulevé ses pieds. C'est quoi, c'est soulever ses pieds? Alors Rachid te dit, tout simplement, quand il a eu la bonne nouvelle que Dieu le protégera dans son voyage et dans son retour, il a eu des ailes. Il a couru. Quand on a peur et qu'on s'ennuie et qu'on n'a rien à faire dans la vie, alors on traîne la patte. On traîne la patte. Quand on va chercher un loto de 30 millions ou qu'on voyage aux îles Bahamas, etc. Alors là, les gens, ils ont des ailes aux pieds. Donc la même chose pour Jacob. Donc tous les êtres humains sont fabriqués sur le même moule. D'accord? Donc si vous voyez quelqu'un qui traîne la patte, c'est qu'il n'est pas motivé par ce qu'il fait, donc il ne sait pas où il va, ou il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quand il court, c'est que soit il va faire une transgression, soit il va faire une transgression à la parole de Dieu, ou soit il va faire une mitzvah qu'il aime faire. D'accord? Voilà, donc c'était pour ça que Rachid intervient. Parce que même un enfant de 5 ans, il a posé la question. C'est quoi cette formule de il a soulevé ses pieds? D'accord? Voilà. Donc ça c'est une grande leçon de morale, que si vous marchez en traînant la patte, vous accentuez votre désagrément de faire ce que vous faites. Alors que si vous ne voulez pas faire la chose, alors justement, c'est la méthode Coué. En vous forçant à faire les choses avec légèreté, ça joue sur votre mental pour le faire vraiment avec de bonne humeur. Quand il y a des gens, ils me disent « Ah, mais vous êtes toujours de bonne humeur ». Je ne dis pas du tout, je suis toujours de mauvaise humeur, mais je fais la guerre. Sinon, vous craquez. Sinon, vous commencez à traîner la patte, après vous restez au lit, après vous enfermez les volets fermés. Il ne faut jamais se blesser, s'écouter, comme on dit. Voilà, donc c'est ça, une leçon de morale, on te dit tout naturellement, c'est pas qu'il l'a fait exprès, Jacob. C'est qu'il était très heureux d'entendre ça, donc il a couru. Bien qu'il allait avoir des moments difficiles, très difficiles. Vaillard, verset bête, Vaillard, il a vu, d'accord? Vaillard, c'est la shon, lirot, c'est le verbe voir. Il a vu. Donc, évidemment, la Torah ne va pas te raconter combien de temps il a voyagé, s'il a bu du coca sur la route, ou s'il a pris des photos. On ne te raconte pas tout ça. On va directement à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est que dès qu'il est arrivé là-bas à Bnekedem, en Mésopotamie, qu'est-ce qui se passe? Veine, voici que Be'er Basadeh, il a vu un puits au milieu du champ. Donc à l'époque, c'est comme dans les pays arabes, ça s'appelle l'oued. En Europe, en Occident, il y a de l'eau partout, donc c'est pas une référence. Mais dans les pays désertiques, si vous voyez un point d'eau, tout le monde va essayer de l'avoir, et tout le monde va se retrouver là où il y a l'eau. Oued, c'est ce qu'ils appellent l'oued, les Arabes. À Alger, il y avait
un quartier qui s'appelait Bab el-Oued, la porte de l'Oued. En fait, il n'y avait plus du tout d'Oued, rien du tout, c'était des maisons, des hôtels, c'était moderne. Mais ça gardait le nom au temps où les gens se rassemblaient autour du point d'eau. Donc voilà, la même chose. Dans l'Antiquité, dès qu'il y avait de l'eau, tout le monde s'approchait. Donc il a vu un puits dans le champ, Veine Sham, et il a vu, et voici qu'il y avait là-bas, Shlosha Edretson, 3 troupeaux de petits bétail. Tson, c'est du petit bétail. Comment on vous dit du gros bétail? Bakar. Edretson, c'est des petits agneaux. Et quand on dit Béma? Ça, c'est indéfini. Béma, c'est tous les animaux possibles. Donc on précise, soit menu bétail, soit gros bétail. Rovtsim Aléa, qui était allongé, Aléa, sur le champ. Donc il paissait l'herbe verte de l'endroit, et en même temps il se reposait. D'accord? Qui mina beher aï, parce que de ce puits-là, beher c'est féminin, donc on veut dire beher aï, ce puits-là, yashku adarim, buvait, yashku c'est la chose mashke, ils s'abreuvaient, les adarim, les troupeaux, ve'aven gedola, il y avait une très grande pierre, alpi abeher, sur le puits. Pourquoi il y avait une grande pierre? Tout simplement, d'abord pour éviter l'évaporation. Que les animaux aussi. Et pour éviter que les animaux ne tombent, pour éviter que ça s'abîme, et pour éviter que les gens volent de l'eau. C'est dissuasif quand il y a une grosse pierre, il fallait la soulever pour voler de l'eau. Donc c'était un truc communautaire pour protéger le puits. Donc, Venes Fushama, Kola Adarim, et se sont rassemblés là-bas tous les troupeaux. Vegalelu et Aeven. Et ils faisaient en général comme ça, ils roulaient la pierre, mais Alpi Aber de dessus le puits, Veishku et Tatson, et ils abreuvaient en général le bétail. Veshivu et Aeven, et remettaient la pierre, Alpi Aber, l'Imkoma, sur l'embouchure du puits, l'Imkoma à son endroit. Pourquoi on nous raconte tout ça? Parce que, comme dit le Zohar Akadosh, il dit que tous les grands événements, ils sont liés avec de l'eau. Lui, il va rencontrer Rachel, donc il va fonder le peuple devant l'eau. Moshe Rabbeinu, il va rencontrer sa femme devant l'eau. Les histoires dans la Bible, on raconte qu'il y a des tas de gens qui sont venus se purifier au Jourdain, toujours avec de l'eau. Et le Maharal de Prague, il a écrit un livre qui s'appelle Le puits de l'exil, Beher Agola. Il dit que en fait, la galoute, la Gola, c'est le puits d'eau où Israël va chaque fois alimenter sa survie. Pas comme on aurait cru, la galoute enterre les Juifs, pas du tout. La galoute a humidifié par les langues, par les coutumes, par les recettes culinaires, par les habits, par l'intelligence qu'il y avait dans tel et tel pays. Ça enrichit l'esprit juif pour survivre dans la galoute. Et pas comme les gauchistes ils disent, mais pas du tout, c'est l'influence des nations sur nous. Pas du tout, c'est l'enrichissement. C'est un enrichissement, c'est un puits qui a donné à l'esprit juif de quoi s'aiguiser et survivre. Hein? Les Juifs aussi ont enrichi. Oui, bien sûr, grâce à leur présence, ils ont enrichi, bien sûr, ils ont enrichi la société dans laquelle ils vivaient. Donc on voit bien que le fait qu'on se rallonge sur
histoire de puits, vous aurez dit, allez, vas-y, abrège. Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Il y avait trois troupeaux, et il y avait un puits au milieu, ils mettaient une pierre. C'est besoin de raconter tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre du fait que les patriarches sont en confrontation avec l'eau. Vayomer lahem. Yaakov leur a dit, Achai, mes frères, mais aïn atem, d'où venez-vous? Parce que le puits n'était pas en ville. Il était en banlieue de la ville, bien sûr. Il leur dit, mes frères, d'où venez-vous? Vayomro, ils lui ont répondu, mais Haran, nous sommes de Haran. Donc ça veut dire que c'était pas à côté. D'accord? Mais comme dans l'Antiquité, la marche ne leur faisait pas peur, donc ils marchaient beaucoup pour être d'un endroit à l'autre. Et donc il a ouvert la conversation en leur disant, d'où êtes-vous? Ben, ils ont dit, on est l'endroit le plus proche, et c'est Haran. Et il a dit, oh, c'est là où mes parents m'ont dit d'aller, ça tombe bien. Vayomer lahem, il leur a dit, Ayedatem et Lavan ben Nahor. Est-ce que vous connaissez un nommé Lavan, Monsieur Blanc? Il s'appelait Monsieur Blanc. Ben Nahor, le fils de Nahor. D'accord? Pour ne pas qu'il y ait de confusion, donc comme aujourd'hui, la plupart des noms de famille, ça vient de l'époque napoléonienne. On a imposé à tous les êtres humains, c'est Napoléon qui a imposé partout, que ça ne suffise pas que tu t'appelles le fils de ton père, mais que tu as un nom de famille. Les noms de famille sont répandus à ce moment-là. Et c'est pour ça que les gens, alors ils inventaient un nom, ou là où ils habitaient, ou le métier. Ou un métier, exactement, ou ils fabriquaient en fonction de leurs parents. Ouais. D'accord? Avec le prénom, des fois aussi. Alors, voilà, ils avaient leur prénom puis le nom de famille. En réalité, c'était des noms liés aux parents. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent. Les prénoms, c'était souvent des orphelins, des gens qui avaient que des prénoms, des noms de famille qui étaient un prénom. C'était des orphelins. Oui. Là, il a dit, est-ce que vous connaissez Lavan ben Nahor? Pour pas qu'il y ait un autre Lavan, un Lavan ben Nahor, il ne veut pas y avoir des tonnes. Vayomru Yadanu, ils lui répondirent, nous connaissons. Nous avons connu, étymologiquement, ça veut dire nous connaissons. Bien sûr, nous connaissons. Vayomer lahem, et vous voyez que c'est des gens qui ne disent pas la shonara, ils n'ont pas dit oh, c'est une crapule, oh, c'est un sale type. Vous connaissez un X? Oui, mais on connaît. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Évitez la shonara, d'accord? Vayomer lahem, shalom lo. Il leur a dit, je lui souhaite la paix. Vayomru shalom. Ils ont dit, pas de problème, on lui transmet la paix. Il dit, tiens, voilà, à propos, voici que Rachel, sa fille, vient avec son bétail. Donc il venait de toute la région, chacun venait avec son troupeau et il attendait son tour pour boire. Il devait sûrement payer une redevance tous les ans pour entretenir le puits, pour pas qu'il y ait etc., etc. Et vous remarquerez que M. Lavan était un fauché total, puisqu'il n'a même pas d'argent pour payer un berger. C'est sa fille. Et il n'avait pas non plus de garçons, donc il envoie sa fille. Il n'a pas honte avec tous les voyous et tous les bergers. C'est un mec sans scrupules, quoi, vous voyez. Déjà, mauvais genre. Il n'y aura pas une gamine autour de gaillard, loin de la ville, avec la violence qu'il pouvait y avoir avec l'eau et les brebis, etc. Donc déjà, mauvais point pour Lavan. Pour Tzipora, c'est pas aussi, elle n'était pas avec
au puits aussi, elle a pour, Avec ses sœurs. avec ses sœurs. Ouais, mais c'était les sept grandes sœurs. Mais là-bas, c'est différent. Parce qu'il avait été excommunié par la communauté. Donc il lui interdisait de... Donc il lui permettait Bekoshi d'aller au puits, Yitro. Il était en bisbise avec eux. Parce qu'il a renié. Il envoyait ses filles C'est aussi. les 7 filles. Oui. C'est moins dangereux d'envoyer les 7. Il y avait... C'était les sœurs du docteur March, hein, c'était costaud. Mais disons que c'était quand même les filles tenaient les... Oui, mais il avait personne. Mais il n'avait pas de garçon. Ben ouais. Et puis c'était pas si loin, etc. etc. Il y a Non, mais d'autres. en soi, des bergères, ça existait, quoi, quand même. Voilà, à cette c'est ça. époque-là. D'accord. Donc voici providence immédiate, comme avec Eliezer, le marieur de son père. Providence immédiate, il arrive au bon endroit et il rencontre tout de suite la bonne personne. Pas mal. Pourquoi tout ça? Parce qu'on sait que le tzaddik, les gens qui ne perdent pas de temps de leur vie, Dieu ne leur fait pas perdre leur temps. Point final. Donc les gens qui traînent, c'est parce qu'ils aiment traîner. S'ils n'aimaient pas traîner, tout de suite on en mettrait le bon employé dans le bureau, le bon produit dans le magasin, le bon billet dans la poche et le bon train quand ils arrivent à la gare. Comme les gens traînent, alors on les fait traîner aussi. Tout est en vérité une démonstration. Hein. Si vous ne traînez pas dans la vie, vous avez besoin d'un taxi, hop, taxi, il arrive. Si vous traînez, alors vous allez rester 2 heures dehors, puisque en général, vous restez 2 heures dans la maison aussi à traîner. C'est donnant. Donc là, on a dit, monsieur Yaakov Avinu ne traîne pas, donc tchic-tchac, comme on dit, il trouve le bon endroit, il dit bonjour à tout le monde, et voilà la jeune fille qui arrive, ça y est. Vayomer, En Od Ayom, maintenant Pitom, monsieur Yaakov, se croit obligé de faire la morale et de faire la police. Qu'est-ce qu'il leur dit? En, ça veut dire iné, voici. Od Ayom Gadol, il fait encore grand jour. Lo et Asef Amikne, c'est pas le moment de rassembler le bétail. Quand vous êtes des bergers, il faut travailler jusqu'au dernier moment pour qu'ils mangent le maximum et que vous travaillez le maximum. Parce que les gens étaient des employés de jour. Ashku Atson ou le Chou, faites boire le bétail, ou le Chou Réou, et donnez-leur à manger. Réou, ça vient de Mir'e, qui veut dire le pâturage. Un ro'e, c'est un pâtre, c'est un pasteur. Et le Mir'e, c'est le pâturage. Et le berger, ça s'appelle ro'e son, un berger de... Donc il leur a dit, allez faire paître. Les bêtes, c'est quoi ça, ce rassemblement? C'est pas fini, vous devriez être en train de boire et en train de manger les moutons. Ah, Mikné, c'est aussi les moutons, ça c'est aussi... Pardon? Mikné, là, c'est aussi le petit... Mikné, c'est aussi un petit, voilà, c'est ça. Mikné, c'est en général des bébés? Des petites bêtes. Oui. Du menu bétail, ce qu'on appelle. Comme Tson, alors. Voilà, c'est ça. Non, mais le Mikné s'appelle soit... Mikné, ça veut dire acquérir. Ah, À l'époque, c'était l'essentiel des achats qu'on faisait, c'est d'acheter du bétail. Ben oui, c'est ça. Ça rapportait. Donc, le Mikné, c'est en général le bétail, le petit bétail. Et surtout que dans ces pays-là, c'était plus facile, le petit bétail, que le gros. Bon. Il n'y a pas tellement de vaches et de taureaux dans ces régions-là. C'était surtout du petit bétail. De la chèvre, des agneaux, etc. Vayomu, ils lui ont répondu, les bergers, l'onuchal, on ne peut pas donner à manger et faire boire. Pourquoi? Adacher et asfou, koladarim, il faut attendre que tous les troupeaux se rassemblent. Vegalelu et taeven, qu'on puisse tourner. C'est tellement lourd, la pierre est tellement lourde qu'il faut qu'on soit tous pour la porter. C'était une pierre de plusieurs tonnes.
Mais Alpi Abeher sur le puits, Vishkinu Atson, et on pourra à ce moment-là abreuver le bétail. Donc, il aura fait une leçon de morale de travail en disant c'est pas parce que je suis un étranger que j'ai pas le droit de vous le dire. On n'a pas le droit de voler son propriétaire, son patron. Alors vous êtes payé pour travailler 2 jours et vous faites rien. C'est quoi ça? Vous rangez les affaires. Alors ils disent non, on peut rien faire parce on n'est pas assez nombreux pour enlever la pierre. Odenu medaber imam. Alors on raconte évidemment que comme il était d'une force colossale, Rachid te dit, il a enlevé la pierre comme on ouvre un bouchon. Il a fait comme ça, tac, et il a enlevé la pierre. Donc ils ont vu qu'il était très fort. Odenu medaber imam. Odenu, il était encore en train. Voilà. Il n'avait pas fini de parler. Odenu medaber imam. Tout en finir de parler avec eux. Ve Rachel ba'a. Voici que Rachel arrive. Alors maintenant, je vais vous faire une confidence. Il y a une règle de grammaire. Oui. En hébreu, l'hébreu c'est la seule langue au monde où il y a des accents toniques en haut ou en bas. Il n'y a pas d'autre langue. En italien, c'est en haut, en français, c'est en bas, par exemple. Vous dites bonjour, vous ne dites pas bonjour. Vous avez le bonjour du président. Pas du tout. Vous avez le bonjour du président. J'ai mangé du fromage, je suis venu. Le français, c'est tout 1000 rats, c'est tout l'accent en bas. Et l'italien, c'est tout l'accent en haut. Arrivederci, come stai? Va bene. C'est l'accent est en haut. Donc il y a des langues. Le russe aussi, l'allemand, chaque langue, elle a des accents en haut ou en bas. L'hébreu, non seulement vous avez en haut et en bas, mais ça change le sens. Et c'est un exemple, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est celui-là. Bas, l'accent est sur le bas. Voici que Rachel bas. L'accent est en haut. Donc ça veut dire qu'elle est venue. Bas. L'accent est en haut, donc c'est le passé. Elle est venue déjà. Alors que si je dis bas, je mets l'accent sur le Aleph, elle vient. C'est maintenant. Elle vient. Donc quand vous lisez dans la Torah, par exemple, il ne faut pas se tromper. Parce que si tu dis bas, ça veut dire qu'elle est en train de venir. Si tu dis bas, elle est déjà venue. Ça change le sens. Et ça, il n'y a qu'en hébreu que ça marche. Dans les autres langues, il n'y a pas. Dans les autres langues, c'est pas... Même si tu parles en français comme un pied, en disant j'ai mangé du fromage. Bon, on dit il est fou celui-là, mais mais tout le monde a compris. Ça ne change pas le sens. En hébreu, oui, c'est très important. Donc là, il vient te dire, il était à peine en train de parler avec eux, que Rachel part. Voici que Rachel est là, est arrivée. Elle est venue. D'accord? Imatson avec le bétail, Asher Léavia qui appartenait à son père, qui roa, parce qu'elle était, il faut dire avec le aïn prononcé, sinon ça change le sens. Qui roaï, parce qu'elle était bergère. Si vous dites qui roaï, c'était une voyante. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire roi. Il faut dire roa. Vous avez compris? Si vous dites mal, si vous lisez mal, vous dites autre chose. C'était une voyante, si vous dites qui roaï, c'est une voyante, extra-lucide. Alors que là, vous dites roi, c'est une bergère, ça change tout. Vous voyez qu'on en apprend des choses. Et ça, vous ne pouvez l'avoir que quand vous êtes dans le texte lui-même. Si vous êtes dans la traduction, où il y a des choses sur lesquelles vous passez à côté de beaucoup de choses. Vayehi, Kacher Raha Yaakov et Rachel. Voici que lorsque Yaakov a vu Rachel, Bat Lavan, Achimo, la fille de Laban, le frère de sa mère, d'accord,
ils étaient deux là, dans la famille. Il y avait Rachel, il y avait Rivka et Lavan. Ils étaient deux pardon, non, on n'a pas vu qu'il y avait d'autres enfants. Donc Rivka est mariée avec Yitzhak, et donc son tonton, c'est le tonton de Yaakov, ça. Ouais. Lavan. Le frère de sa mère. Ve'etzon Lavan achimo, il voit Rachel avec le bétail de Lavan, le frère de sa mère. Vaïkash Yaakov, il s'est approché. Vayagel et Taeven, et voilà, et Vayagel et Taeven, il a tourné la pierre. C'est pas pour lui montrer qu'il était costaud. Stop. C'est pas pour lui dire, regarde qui je suis le costaud des Batignolles. Pas du tout, il a voulu dépêcher les opérations qu'ils puissent boire les petits agneaux. Donc Vayagel, il a débouchonné la pierre, mais Al Piaber, dessus le puits, Vayashk et son Lavan, et il a fait boire et son Lavan, Achimo, il a été gentleman, il n'a pas laissé comme Eliezer, qui avait laissé Rivka porter des tonnes d'eau pour vérifier qu'elle était gentille. Lui, il n'a pas été mufle comme Eliezer, mais il a dit non, slicha, je n'en ferai rien, je vais vous aider, mademoiselle. Mais c'est Et pas donc, vrai, il a- Rivka, elle était toute seule au puits. Pareil, ouais. Ouais. On rencontre ces femmes au puits, en fait. Ouais, c'est voilà. comme les gens au bistrot, devant une C'est moins bière. poétique. Au puits, c'est mieux. Au puits, ouais. Exactement. Le voyage qui sonne Lavan, Achimo, il a fait boire le bétail de Lavan, son tonton. Et regardez un jeu de mots, encore une fois, il écrit Vayashk, il a fait boire. Et maintenant il écrit Vaishak, il a embrassé. Ah oui. Vayashk, il a fait boire. Vaishak, Vayash, c'est la chonne mashke. Et Vaishak, c'est la chonne neshika. Il a fait la bise à sa cousine. D'accord? Alors évidemment, les gens disent ah, c'est honteux, c'est quoi ça? C'est un homme il a connu Nina dans l'idée, mais il embrasse, c'est quoi ça? C'était sa cousine et elle était une petite fille. D'accord? Et on voit qu'elle n'est pas méfiante. Hein. Elle aurait pu dire, mais monsieur, qui êtes-vous? D'accord? Bizarre. Voyage Yaakov le Rachel, la Chassidut, elle dit que c'est connu que Yaakov, c'est la miséricorde. Yaakov, c'est la miséricorde. Son père, c'est la rigueur, et son grand-père, c'est la bonté. Et lui, c'est la miséricorde, la rachamim. C'est pas la compassion. Et la miséricorde, pardon? C'est pas la compassion, non, c'est Tiferet. Oui, c'est Tiferet, c'est, dans les sphirotes, c'est Tiferet. Mais ça devient la miséricorde dans les midot, dans les sentiments. D'où vient que vous ayez la compassion? C'est parce que vous êtes miséricordieux, exactement. Donc il embrasse Rachel, qui représente justement les forces inférieures pour lesquelles il faut avoir la compassion. On n'a pas de pitié pour les gens plus grands que vous. Vous n'avez pas pitié de Trump. Vous aurez pitié d'un miséreux dans la rue. D'un fort, on n'a pas pitié. On a pitié d'un faible. Donc Rachel représente la Knesset Israël, la communauté des âmes juives qui est descendue dans la galoute. C'est ça que ça veut dire, il a embrassé Rachel. Ça veut dire que chaque jour, c'est le travail de Jacob, la miséricorde de Dieu de descendre vers nous, d'avoir pitié de nous. C'est ça le travail qu'il a fait. Vaïshak Yaakov le Rachel, il a embrassé Rachel. Vaïssa et Kolo Vaïev, il a même pleuré. Il s'est mis à pleurer. Oui, parce qu'il a vu, Émouvant. il a vu qu'il n'était pas avec Israël. Voilà, alors comme il Ah dira. oui, c'est le Midrash qui dit ça. Voilà, Rachid te dit pourquoi il a pleuré. Parce que tu aurais dit, attends, mais s'il a rencontré son zivoug, il doit être content. Pourquoi il pleure? D'émotion? Non, il pleure parce que il te dit, contrairement à son père, qui avait donné des fortunes à Rivka, il a amené des cadeaux et des bijoux et des chameaux tout ce qui plaisait aux gens à l'époque. Plein de bijoux, plein de pierres précieuses, plein de
de friandises, de fruits confits, tout ce que vous voulez, de confiserie, tout ce que les gens voulaient. Elle avait pour elle, pour sa famille, pour son père, pour sa grand-mère. Et lui, il arrive, comme on dit chez nous, nu et cru. D'accord ? Nu et cru. Donc il a eu de la peine, il s'est dit, j'ai rien à lui offrir à ma pauvre Kala. Et pourquoi ? Rachid explique, parce que, effectivement, Monsieur Esav, son frère, il a délégué immédiatement son fils Eliphaz pour aller tuer son oncle. Il a dit, Slicha, tu as une mitzvah de me respecter, je suis ton père, va tuer ton oncle. Et lui, il n'a même pas discuté, il aurait pu dire, mais papa, il m'a rien fait. Mais tu es fou, pourquoi je vais le tuer ? Non, dans la famille, on respecte les parents. C'est la folie, hein, ça veut dire c'est complètement absurde. C'est un midrash, ça. Hein ? C'est un midrash. Oui, le midrash, il l'a poursuivi, et comme il courait très vite, il a retrouvé ses traces, et hop, il a chopé sur la route. Et il lui a dit, je vais te tuer, j'ai un ordre de mon père. Alors il lui dit, écoute, bravo, tu fais Kiboud Avaim, c'est beau, c'est honorer son père et sa mère. Il aurait pu lui le tuer, d'accord ? Mais il ne va pas le tuer son neveu. Donc il lui dit, bon, qu'est-ce que je te propose ? Il a écrit qu'un pauvre est comme un mort. Quelqu'un qui n'a rien, c'est comme un mort. On ne l'écoute pas, on ne le regarde pas, par contre, on ne le fait pas passer devant, on lui dit, bon, ça va. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il se la ferme. C'est ce qui fait Trump. Il dit aux nations, vous voulez quelque chose ? Allez, combien vous voulez ? Comme ça, vous la fermez. Allez, il fait taire les gens avec l'argent. D'accord ? Donc, celui qui est riche, eh ben, il a le dernier mot. Celui qui est pauvre, eh ben, il est comme un mort. Il n'a qu'un seul droit, c'est de se taire. Donc, il a dit à Jacob, écoute, on va faire un trick avec ton père. Tu vas tout prendre, tout ce que j'ai, et tu diras à ton père, ben, j'ai tué Jacob. C'est pas un mensonge. J'ai rien, donc je suis comme un mort. Et Eliphaz, il était content, il a dit, ouf, tu m'as sauvé parce que je voulais pas tuer, moi. J'ai fait ça par un ordre, parce que c'est un ordre de mon père. Moi, je voulais pas. Vous voyez comment on peut déplacer les bonnes mitzvot dans des choses fausses. Il aurait pu dire à son père, écoute papa, j'ai aucune mitzvah de t'écouter là-dessus, tu m'excuses. Pas du tout. Ah, il a dit papa, allez on y va. C'est la tradition sicilienne de la vendetta, la vengeance. Ça veut dire, on ne cherche pas à savoir, les parents se sont tués, moi je viens et je tue celui qui a tué, etc., jusqu'à la fin des temps. Voilà ce qui s'est passé. Donc il a pleuré parce qu'il dit, ben voilà, conséquence, c'est que j'ai rien à donner à la petite Rachel. Donc on voit déjà que Rachel, jusqu'à sa mort, elle sera une fille qui a rien, quoi, qui a toujours des problèmes, quoi. Ça commence mal, ça sera toujours mal. C'est pour ça que les gens qui s'appellent Rachel doivent rajouter un prénom, parce que ça, c'est un nom dur, quoi. Et en plus, Rachel veut dire la brebis. Oui. Donc c'est des brebis, quoi. Elles sont douces. Hein, elles sont douces et très, très fragiles. Voilà, la pauvre. Docile. Au lieu d'avoir un beau mariage, un beau chidour, comme sa maman, comme sa tante Rivka. Oui, mais elle était aimée. Elle était la préférée de Ah, d'accord. Oui, mais être aimée, d'accord, elle aurait voulu quand même avoir un peu de ce monde-là. Elle a eu que des galères, la pauvre. Aussi, Pardon ? Elle a des bonnes midotes, elle s'est... Oui, d'accord, mais comme on dit à Marseille, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est sûr. Mais enfin, quand même, elle était la préférée. Elle était la préférée. Mais si vous connaissez des Rachel, dites-leur de se rajouter un nom, parce que c'est Papa Chout Rachel, c'est un nom dur. Voilà, la pauvre, dès que ça commence, il pleure. Voilà. Parce qu'il arrive rien.
Il n'a rien à lui donner. Si ce n'est ce gentleman de lui faire boire de l'eau à ses agneaux. Donc il s'est mis à pleurer. D'accord ? Ça, c'est la raison classique. D'accord ? Vayaged le Yaakov. Vayaged Yaakov. Les Rachel. Yaakov a raconté. Yaged, c'est la chaîne Agada. Il a raconté à Rachel qui Achi Avihu, qu'il est le Achi Aviahu, qu'il est le frère de son père. Comme il dit Rashi, c'est une façon de parler, je suis parent, on est en famille, quoi. Je suis ton cousin, en fait. Qui ton père est mon frère. Voilà, c'est ça. Qui Achi Aviahu. Oui. Voilà. Vechi ben Rivkahu, je suis aussi le fils de... Et je t'explique comment, je suis le fils de Rivka. Bon, comme c'était comment on dit, historique, le mariage de Rivka. Parce qu'elle est venue, partie, riche, avec une escorte de soldats. Donc il n'arrêtait pas de raconter ça dans la famille. Elle est tombée de son chameau. Voilà, la vanne, il n'arrêtait pas de raconter. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis un fauché, mais j'ai ma sœur qui a bien réussi. Donc il racontait à tout le monde qui était sa sœur. Mais lui, c'était un paumé. Il n'avait pas de bracha. Et donc, Vatarotz Vataged Leavia, quand elle a entendu ça, très gentille, elle a couru et elle a raconté ça à son père. Pourquoi elle a raconté ça à son père? Comme elle n'avait pas assez de malheur, elle avait en plus, elle n'avait pas de mère. Elle était orpheline. C'est vrai, ça? Ben oui, vous avez compris? Je vous dis, Rachel, c'est le top, quoi. Pourquoi elle a raconté ça à son père? En général, une fille, elle va raconter à sa mère. Oui. Même le fils raconterait à sa mère. Alors, ma pitome que la fille, elle raconte à son père. Ben, Rachid te dit parce qu'elle n'avait pas de père. Parce qu'elle n'avait pas de mère. C'était la galère, quoi. Pas d'argent, pas de mère, obligé d'aller travailler comme Cosette, toute petite, aller chercher de l'eau à la rivière, etc. Une vie pourrie, quoi. D'accord? Et lui, le père, il n'avait aucun avenir à lui proposer. Donc il a trouvé le pigeon de service avec Yaakov. Mais Yaakov, il était très, très obéissant. Il aurait pu dire à où mes parents, ils m'ont roulé, là. C'est quoi ça? C'est un panier de crabes ici, il n'y a rien qui va. Mais il a su que c'était son zivoug. Là, c'était sa femme. Donc il a dit, je ferai tout ce qu'il faut, même si c'est dur. Et donc, elle a été racontée à son père. D'accord? Vayehi, et voici que Richmo Alavan et Shema Yaakov ben Achoto, voici que dès que Lavan a entendu Shema, la réputation, le bruit qui a couru, que Yaakov, fils de sa sœur, Vayarotz Likrato, il a dit, oh là là, il y a de l'argent là-dedans, ça sent le blé là, comme le... Si déjà son père était milliardaire, ben il a dû lui laisser quand même un petit pactole. Donc il va à sa rencontre, tout de suite on vous met d'entrée de jeu, c'est pas par hospitalité qu'il a été à sa rencontre, Likrato, c'est parce qu'il voulait toucher le pécule en comparant avec ce que sa sœur avait reçu. D'accord? Donc on voit qu'il n'a pas changé au fil des années. C'est quand même 67 ans qui sont passés. Il n'a pas changé d'un copec. Toujours le même bonhomme. C'est-à-dire qui se sont passés depuis quel événement? Depuis qu'il a marié sa sœur. Donc il s'en rappelait encore. Il a dit, oula, à cette époque-là, il était venu plein d'argent. Bah sûrement le fils aussi va venir plein d'argent. Il ne va pas venir faucher. Donc il lui court après, à sa rencontre. Il l'a embrassé. Alors tout de suite, Rachid te dit pourquoi il l'a embrassé.
Comme il a vu qu'il avait rien, aucune valise, aucune valise, aucun portefeuille, il dit peut-être il fait comme les Marocains, il met les diamants dans la bouche. Ouais, mes parents, ils faisaient tous les Yom HaSmaout, enfin souvent, Yom HaSmaout, ils prenaient un bateau. C'était très à la mode de venir en Israël en bateau, faire une croisière. Ben, aujourd'hui, c'est très rare. Les gens prenaient un bateau, israélien, quand même, un bateau de la compagnie israélienne, de Marseille. Il fallait descendre jusqu'à Marseille, après. C'est très joli, très agréable. Bon, et sur le bateau, il y avait évidemment des tas de touristes du monde entier qui venaient en Israël, soit pour l'Akba Omer, Rabbi Shimon, soit depuis Yom HaSmaout, et il restait 1 mois, 2 mois, quoi. Et alors, il me racontait, mes parents, qu'il y avait des gens du Maroc, des femmes à la salle à manger, et elles avaient. Alors, ils s'étonnaient qu'elles avaient toujours des chewing-gums dans la bouche. Et que, sauf quand elles mangeaient, elles enlevaient le chewing-gum. Alors, c'est des femmes très classe. Les chewing-gums, c'était très américain, c'est bizarre. Des gens sur les chewing-gums sur le pont et tout, parce qu'ils avaient des diamants, pour faire rentrer des diamants, faire passer des trucs, qu'on les fouillerait s'ils étaient sur eux. Donc elle les avait dans la bouche. Donc à la douane, madame, vous avez quelque chose à déclarer? Non. Elle a dit, il faut le chewing-gum. Et ils avaient des diamants. Elles avaient des chewing-gums quand même en vrai ou c'était... Des vrais des chewing-gums, ah oui, pour emballer la pierre, bah oui. Et donc, lui, monsieur Lavanne, qui était loin d'être un naïf, il s'est dit, bon, s'il a rien sur lui, je l'ai dit, comment vas-tu, tonton? Merci, bonjour, tonton. Et il a vu qu'il a rien, il a embrassé comme les Russes, dans la bouche. Non. Ouais, ben oui. Et il a vu que même dans la bouche, il n'avait rien. Oh, il a dit, bah... Ils s'embrassaient dans la bouche, c'est pas... Comme les Russes, ben oui. Je vous raconte une anecdote. À Paris, il y avait le mariage du Rosh Yeshiva de Brunois, Chilik Kalmenson. Alors, il avait fait ça à la rue Guy Patin. Alors, ils avaient invité tout Paris. Tous les gens étaient venus à ce mariage. Alors, il y avait son beau-père, Laurent Pesner, et moi, Azimov, et tous les Russes tous les Lubavitch russes, quoi. Kalmenson, etc. Et puis, alors, on est venu un groupe de jeunes. Ben, moi, je les connaissais, mais il y avait des jeunes qui ne connaissaient rien au judaïsme. Et ils sont venus avec moi, ils m'ont dit, ah, on va assister à un mariage chassidique et tout, avec les danses et tout. Et puis bon, là, ils rentrent dans la salle, puis Tom, il voit les gens s'embrasser sur la bouche. C'est les Russes. Ben oui, les Russes. Ils s'embrassent sur la bouche. D'accord. Alors, il y en a qui sont dégoûtés. C'est comme à la Russe. Alors, il m'a dit, mais non, dis-moi, c'est bizarre ici. C'est des gens bizarres. À l'époque, c'était inconcevable. Il dit, mais ils sont bizarres, vos amis, là, et c'est des rabbins en plus. Donc, monsieur Laval, voyant qu'il n'y avait rien nulle part, il a embrassé pour voir s'il avait des diamants dans la bouche. Et le pauvre Jacob, il n'avait rien du tout. Alors, vous auriez dit, ben, il aurait pu faire le coup à Eliphaz, lui donner l'argent qu'il avait, mais garder certaines choses. Ah non, seulement, il aurait été menteur. Il n'aurait pas été un vrai pauvre. Il a voulu que son neveu ne mente pas. Donc, monsieur Lavanne se trouve déçu. Hein? Il se dit, oh là là, j'ai pas la même chance que ma sœur. Vous voyez, sa perle est Lavanne. Et lui, très franc, Yaakov, il raconte très franchement, et kol advarim haele, tout ce qui lui est arrivé. D'accord? Tout ce qui lui est arrivé, Rachid te dit qu'est-ce que ça veut dire, il a raconté, qu'il est venu en vérité pas parce qu'il est en shlichut, mais parce qu'il est en fuite, il se sauve. Il a dit, je suis pas venu me prendre des vacances, je suis venu là, je me sauve de mon frère qui veut me tuer. Alors lui, l'autre, il dit, en plus il n'a rien, en plus il se sauve, c'est quoi cette affaire-là, d'accord? D'accord? Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Lavan? Tout simplement. Voyons, Merlo Lavan, il lui a répondu, ah, chatzmi ou vesariata. Mais non, il dit, tu es mes os, mon essence et ma chair. D'accord?
tu es ma chair, mon frère. Vayeshev imo chodesh yamim, et il est resté chez lui un mois. Et Rachid te dit, il est resté chez lui un mois, mais il a bossé. C'est pas qu'il mettait les pieds sur la table. Il lui a dit, je vais pas te nourrir gratuit quand même. Tu vas aller faire le berger dans la journée, et le soir, tu auras une petite assiette de soupe. D'accord? Vayomer Lavan le Yaakov, Achi ata, ainsi tu es mon frère. D'accord? Vavadetani chinam, et je veux pas que tu travailles pour moi gratuitement. Agidali, dis-moi s'il te plaît, ma mascourtecha, quel est ton salaire? Combien tu veux que je te donne? Après l'avoir fait travailler un mois, ils discutent du salaire. Vous avez vu, il y a des gens comme ça, ils vous font travailler, et après ils vous disent, on va s'arranger. Ouh là, ça fait peur. Ouh là là, n'attendez jamais qu'on vous dise, on va s'arranger, vous allez à la catastrophe. Vous dites, on va s'arranger tout de suite, on va signer un contrat clair. D'accord? Il dit, viens, on va fixer ton salaire. Alors voilà, c'est ça là. C'est ça là où Yaakov veut en venir. Où les Lavan Shtein Banot. Et Lavan a deux filles. Shema Gedola Léa. Le nom de la grande, c'était Léa. Shema Ketana Rachel. En vérité, le Midrash nous dit que c'était des jumelles. Donc on l'appelle la grande parce qu'elle est sortie en premier. Comme lui, Esav, il est sorti en premier. Mais c'est pas plus grande que l'autre, c'est à quelques secondes près. C'était vraiment des gens les faits l'un pour l'autre. Yaakov, Esav, et Rachel, Léa. D'accord? Nous, on ne le voit pas aujourd'hui. Des fois, on ne voit pas ça, comment ça marche. Comment les Ivougim se fabriquent. Parce que tout est flou. Mais il y a des gens pour qui c'était pas flou. Donc il te dit, alors là, la Kabbalah te dit que Léa représentait le He. Dans le nom de Dieu, il y a Yud et après He. Après il y a Vav et encore une fois He. Yud Ke, Vav Ke. Alors il dit que Léa représente le He Hagedola, le He d'en haut, Hagedola, He Gedola, le He d'en haut, qui représente le monde du Sechel, de l'intelligence. C'est Léa. Veshem Ketana, le nom du He d'en dessous, c'est Rachel. Rachel représente l'expression des choses, pas l'intelligence, mais l'expression. Comment on appelle ça? La pensée, la parole, l'action, etc. Donc Léa, en réalité, elle est plus haute que Rachel. Léa représente l'intelligence, la bina. Parler du Sechel, alors que Rachel représente l'expression concrète. C'est pour ça, d'ailleurs, ça résout la question, pourquoi il n'a pas envoyé Léa en tant que bergère? Pourquoi il a envoyé la petite? Parce que Léa, elle restait à la maison, elle devait étudier les mathématiques ou la philosophie, elle allait savoir ce qu'elle faisait. Alors que Rachel, elle est tachles, concrète. Les Rachel, en général, sont très concrètes. C'est pas des femmes de réflexion, c'est des femmes d'action. Et voici que Ve'ene Léa Rakot, les yeux de Léa étaient faibles. D'accord? Ve'Rachel Aïta, alors que Rachel, elle était Yefat Toar, belle d'aspect, Vifat Maré, et belle de Toar, c'est-à-dire d'apparence, voilà, d'intérieur, et l'autre d'apparence extérieure. Elle était belle à l'intérieur et à l'extérieur. Toar, c'est plutôt l'intérieur. Toar, ouais, ça vient, c'est exactement. Toar, ça veut dire
comme on dit, schéma Toar, Oui. ça veut dire la définition exacte d'une chose. Je dis ça, c'est une table. C'est son schéma Toar. C'est une table. C'est pas qu'un meuble, c'est une table. C'est le nom qu'on donne. Un Toar, c'est une définition. Comment on dit là, Je crois que c'est un le- Toar c'est- académique. C'est l'adjectif qualificatif. Exact, qui est Voilà. qualificatif. Voilà, il est qualificatif. Il n'est pas vague, vaseux. Voilà, Alors, pour quelle raison? Eh ben, tout simplement, le Midrash nous dit que tout le monde racontait, Rivka a eu 2 garçons, le grand pour la grande et le petit pour le petit. Donc elle, Léa, disait, je vais tomber donc dans le... Je vais me marier avec Esav. Ouais. Voilà mon destin. Et elle avait une peine terrible de ça, parce qu'elle avait peur. Parce que c'est pas évident, même si une femme, elle a beaucoup de force, de faire de réparer son mari quand c'est un bandit. D'accord? C'est pas toujours qu'on arrive à redresser les barres tendues. Non. Donc elle s'est dit, moi je suis faite pour me marier avec Esav, mais ça me fait beaucoup peur. Alors que elle, Rachel, elle s'est dit, moi je vais tomber sur un tzaddik, je suis Enfin, tranquille. quelle chance. Donc elle était comment on dit, épanouie, sachant qu'elle est... Par contre, Là, elle avait de la chance. ouais, Enfin. elle avait de la chance et on voit que après, ça va encore mal tourner. D'accord. N'oubliez pas que jusqu'à très tard, les mariages, c'est des mariages de raison. Oui. C'était pas des mariages de tu fais ce que tu veux. D'accord. Alors, je C'était logique. On voit pas qu'Abraham il s'est marié avec Sarah parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Ah même Sarah, Rivka, il a aimé après, Rivka, il a aimé Yitzhak. On voit que c'était... Et très très tard dans la civilisation européenne et orientale. On ne demandait pas la vie aux gens. Ni aux garçons, ni aux filles, c'était pas shoot. Ah, évidemment, dès qu'on a inventé les histoires d'amour au Moyen-Âge, etc., Roméo et Juliette, etc., oui, ça commençait tôt. Et après, le romantisme, c'est comme ça. Après, ça devient carrément... on s'en fiche de la morale et de ce qui est bien. L'essentiel, c'est d'aimer et d'envoyer tout le monde balader. Donc, c'était dans la mentalité des êtres humains qu'on fait ce qu'il faut faire, c'est tout. Donc, c'est pas que Léa disait, je dirais non. Je dirais non à mon père. Ça n'existait pas de dire non. Elle disait, je vais tomber dans les bras des saints 24. Bien qu'ils étaient loin. C'est pas marrant. Par contre, elle s'est dit, chouette, je vais me marier avec mon vrai Zivou. Voilà. On arrête là, sinon on entame un autre sujet. Et donc, ça va commencer... le shlishi va commencer, les magouilles de la vanne pour éviter de donner gratuitement ses filles. Oui, donc on peut pas tout expliquer, tout, c'est immense. Donc je sélectionne. Oui, c'est bien. Par contre, mais c'est quand même intéressant de faire une première couche. Bereshit, surtout, c'est bourré d'histoire. Voilà. Je vous remercie de votre attention.